Bonjour à tous, bienvenue au cours d'aspect financier, la suite. Alors, dans la table des matières du cours d'aspect financier, je vous rappelle qu'on a vu les prix et les marges, les frais directs et les frais indirects, les frais fixes et les frais variables, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la matière la plus importante de ce cours, c'est l'analyse des comptes annuels. Alors, les comptes annuels. Les comptes annuels, on les a vus quand on a fait le cours de compta, double. Les comptes annuels, c'est une représentation de la comptabilité sous une certaine forme qui est identique à toutes les entreprises. Toutes les entreprises déposent leurs comptes annuels à la Banque nationale sous le même schéma. Ce qui veut dire que pour n'importe quelle entreprise, on peut faire une analyse de bilan, comme on va la faire maintenant. Attention, parce que par analogie, c'est la photo de classe de l'entreprise qui est prise en fin d'année ou d'exercice comptable. C'est-à-dire que c'est à la fin de l'exercice, on se retrouve par exemple en décembre, on fige la situation à fin décembre et quand le temps nous le permettra, en mars, avril ou mai, on créera les comptes annuels sur cette photo qui a été figée à fin décembre. Donc, comme pour toute photo de classe, soit on se fait beau, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les comptes soient beaux, on paye certains fournisseurs pour pas avoir trop de dettes fournisseurs, on essaye que la plupart de nos clients nous aient payés, on essaye d'avoir de l'argent sur le compte, on n'achète pas une voiture au dernier moment le 26 décembre, facture de la voiture 26 décembre et le crédit qu'on signerait et qu'on recevrait que en janvier de l'année suivante. Donc, il faut faire attention parce que si on a oublié que c'était le jour de la photo de classe, c'est comme l'image qui peut être négative, va nous poursuivre pour longtemps sur cette photo. Donc, attention, en fin d'année ou en fin d'exercice comptable, toujours avoir à l'esprit que c'est sur base des chiffres qui vont être arrêtés à ce moment-là qu'on va devoir faire toutes les analyses, que les comptes annuels vont être déposés, qu'on va devoir faire toutes les analyses pendant l'année et les années qui suivent. Donc je vous rappelle, on l'a vu en compta, mais je vous rappelle un petit peu, les comptes annuels sont divisés en deux grandes parties. D'un côté, on a le bilan. De l'autre, on a le résultat. Le bilan, ça représente la structure patrimoniale de la société, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Ce qu'elle possède, c'est l'actif, ce qu'elle doit, c'est le passif. Je reviendrai un peu plus tard par la suite. Le résultat, lui, c'est tout autre chose. Il détaille sur un exercice ce que la société a généré comme rentrée, c'est ce qu'on appelle les produits, et ce qu'elle a généré comme frais, c'est ce qu'on appelle les charges. Alors, on revient un petit peu en détail sur ces deux notions. Donc, le bilan, il représente la masse financière qui circule dans la société. D'un côté, à l'actif, on représente l'utilisation qui est faite de cette masse financière. Donc, comment est-ce que j'utilise cette masse financière qui existe dans la société? Et de l'autre, au passif, on voit à qui est due cette masse financière. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans la société? Est-ce que j'ai du stock parce que c'est une dette fournisseur actuellement? Est-ce que j'ai de l'argent en banque parce que c'est du capital que j'ai mis? Ou est-ce que j'ai de l'argent en banque parce que la banque vient de m'octroyer un crédit et donc elle m'a donné 20 000 euros, j'ai une dette de 20 000 euros d'un côté, à ma banque, j'ai 20 000 euros qui sont arrivés sur mon compte en banque et qui vont sans doute peut-être permettre d'apurer par la suite une dette à un fournisseur. Donc, d'un côté, l'utilisation qui est faite de la masse financière qui représente le bilan, et de l'autre, à qui est-ce qu'on doit cette masse financière? J'attire quand même votre attention sur le fait que c'est la même masse financière. Une société qui a 100 000 euros de bilan, les 100 000 de l'actif, on regarde comment ces 100 000 sont possédés dans la société, comment est-ce qu'on l'utilise, et de l'autre côté, on regarde au passif comment est-ce que ces 100 000 sont arrivés dans la société. Mais c'est les mêmes 100 000, il faut toujours être attentif à ça. Donc l'actif est égal au passif, forcément, et donc, c'est juste une représentation de cette masse financière de deux manières différentes. Ce que l'on en fait à l'actif et comment elle est arrivée au sein de l'entreprise au passif.
Je vous donne un petit exemple de bilan qui va d'ailleurs nous servir par la suite comme exemple pour l'étude des ratios. Donc, j'ai une société qui a un bilan de 50 000 euros. Ben oui, l'actif est de 50 000 et forcément le passif qui est identique puisque la masse financière est de 50 000 euros. Donc, le total du passif est de 50 000 euros aussi. Qu'est-ce que j'ai à l'actif? J'ai des immobilisations, c'est-à-dire des biens que j'ai achetés qui sont un peu mon outil de travail, que je vais utiliser pendant plusieurs années, que je vais pouvoir amortir d'ailleurs, que je vais pouvoir utiliser pendant plusieurs années. Rappelez-vous, quand on a travaillé sur le cours de compta, ben, on mettait en investissement toutes ces immobilisations, c'est des choses qui coûtent plus de 1 000 euros et qu'on va utiliser sur le long terme. J'en ai pour 25 000 euros. Bon, c'est la moitié de mon actif. Mes stocks que j'ai actuellement sont de 6 000 euros. Les créances au total, ce que l'on me doit, que je n'ai pas encore, mais je possède le papier, c'est-à-dire la créance qui me dit qu'on me doit cet argent, qui sont de 14 000 euros. À l'intérieur de ces 14 000 euros, j'ai des clients qui me doivent 8 000 euros. Et donc, il y a 6 000 euros d'autres créances, des gens qui me doivent de l'argent, ça peut être le fisc, ça peut être la TVA, ça peut être un prêt que j'ai consenti à quelqu'un, ou ça peut être même un dirigeant qui a emprunté, c'est dangereux, mais qui a emprunté un peu d'argent à la société, et donc qui doit à sa société cet argent. Donc les créances sont de 14 000, et les liquidités, le cash, le flouze, le pèse, l'oseille, hein, donc ce que j'ai en banque et en caisse représente 5 000 euros. Au total, on a bien 50 000 euros à l'actif. Voilà comment ces 50 000 euros sont utilisés dans la société. Une partie en immobilisation, la moitié. Une partie en stock, bloquée dans les stocks actuellement, c'est la valeur de mes stocks. Une partie que je n'ai pas encore, l'argent n'est pas encore dans les liquidités, mais j'ai des créances pour 14 000 euros. Et les 5 000 euros de liquidités qui se trouvent à la banque ou à la caisse. Comment ces 50 000 euros sont arrivés dans la société? Eh bien là, je me retourne au passif. Dans les capitaux propres, j'ai 15 000 euros. Donc, les capitaux propres, c'est soit le capital que les gens ont investi dans la société, c'est une dette qui leur sera remboursée au moment où on diminuera le capital ou au moment où on liquidera la société. Et ce sont des bénéfices reportés peut-être depuis plusieurs années et qui se trouvent encore dans les réserves ou dans les bénéfices reportés qu'on n'a pas distribués aux actionnaires. Donc, c'est un peu... On ne peut pas dire que c'est de l'argent de la société, c'est de l'argent, on appelle capitaux propres, mais c'est quand même des dettes vis-à-vis des actionnaires qui un jour récupéreront cet argent. Hein, alors, dans le passif, on a également des dettes à long terme. Les dettes à long terme, c'est des dettes à plus d'1 an. J'ai 16 000 euros de dettes à long terme, donc j'ai sans doute fait l'un ou l'autre crédit pour financer mes immobilisations auprès d'un organisme financier, de ma banque. Donc, je dois payer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, sur cette période-là, je devrais payer 16 000 euros. Et alors, j'ai des dettes à court terme, c'est-à-dire des dettes de moins d'1 an, des dettes que je vais devoir rembourser dans l'année. Les échéances futures de l'année qui va arriver, de mes crédits par exemple, et notamment à mes fournisseurs, dans les 19 000, à mes fournisseurs, je dois 17 000 euros. Donc actuellement, j'ai des factures ouvertes dans ma comptabilité. Mes fournisseurs m'ont déjà peut-être fait le travail ou ont presté le service, mais je leur dois encore 17 000 euros. Et donc au passif, on voit que ces mêmes 50 000 que l'on possède ici, eh bien voilà comment ils sont arrivés dans la société. Donc ça, c'est le bilan. Ensuite, on a le résultat. Le résultat, c'est sur une période donnée, il représente ce que j'ai gagné, c'est-à-dire les produits, et les frais qui sont en fait les charges de la société sur une année comptable. Donc sur une année comptable ou sur un exercice. Chaque année, on remet le résultat à 0. Et ça va d'ailleurs se retrouver dans le résultat reporté qui se trouve, lui, au bilan. Alors que le bilan, pour revenir 2 secondes au bilan, alors que le bilan, lui, si le 31 décembre, j'ai un camion sur mon parking, à minuit, le 1er janvier, à minuit et 2 minutes, j'aurai toujours le même camion sur mon parking. Donc le bilan, il continue tout le temps, alors que le résultat, on le remet à 0 au moment de la fin d'un exercice comptable. Les gains,
Ben, c'est ce que j'ai gagné sur l'exercice. Attention, avoir des produits, donc des gains, ça signifie pas forcément avoir encaissé l'argent. Je peux avoir fait une facture à un client. Rappelez-vous, quand on a vu la compte à double, si je fais une facture à un client, ben, je vais aller le mettre en chiffre d'affaires. Donc, je vais le mettre au crédit d'un compte de chiffre d'affaires, un compte de classe 7. C'est un produit. Et en même temps, je vais le mettre au débit de mon compte client, parce que le compte client, c'est un compte d'actifs, et un compte d'actifs qui augmente, ça se met au débit. Et donc, j'aurai à la fois une créance et à la fois un produit, mais c'est pas pour ça que j'ai déjà l'argent dans mes caisses. Et pour les charges de l'exercice, ce sont tous les frais qui doivent être supportés par la société durant l'exercice. Et ici aussi, attention, il se peut que j'ai reçu une facture ou supporté un frais. Par exemple, j'ai fait un amortissement, j'ai réduit la valeur, comme je dois le faire chaque année, d'une de mes immobilisations. Mais l'argent n'est pas sorti de la banque ou de la caisse. Ou bien, il est sorti, mais plusieurs années avant. J'achète une voiture, je la paye comptant, eh bien, ma voiture a été payée, mais mon amortissement, il va durer pendant 3, 4, 5 ans. Et donc, à la 5e année, je vais encore passer un amortissement, je vais encore avoir une charge pour quelque chose qui aura été payé peut-être bien avant. Donc, attention, encaissement et décaissement ne veut pas dire produit et charge. Donc, là, évidemment, la différence entre les produits et les charges d'une entreprise, c'est ce qui représente le résultat de la période, qui est soit un bénéfice, soit une perte. Ça, c'était pour vous rafraîchir la mémoire. C'est des choses que nous avions vues en comptabilité double. Je vous donne un exemple de compte de résultat pour la même société qui avait un bilan de 50 000 euros. Donc, j'ai des produits qui sont pas essentiellement, mais complètement du chiffre d'affaires, 210 000 euros de produits. Ça, c'est ce que j'ai gagné sur l'année. J'ai des charges, et là, elles sont un peu plus ventilées, évidemment. J'ai acheté des marchandises sur le total de l'année pour 60 000 euros. Mes services, c'est bien divers, mon électricité, mon téléphone, mon comptable, la rémunération des dirigeants, tout ça, 80 000 euros. Les rémunérations ouvriers employés, plus l'ONSS, plus le précompte, etc. Le précompte, on en parlera plus tard. Donc, tout ce qui est frais de rémunération, 15 000 euros. Mes amortissements sur mes immobilisations sont de 7 500 euros. J'ai eu quelques charges diverses, par exemple une taxe diverse communale ou des taxes sur mes voitures, donc des taxes de circulation, qui ne sont pas vraiment des biens et services divers, mais on met ça en charges diverses, donc pour 800 euros. Et des charges financières, oui, si j'ai des crédits à long terme, d'un autre côté, je dois payer des intérêts, donc j'ai des charges financières pour 760 euros. Je n'ai pas de charge exceptionnelle et malheureusement, je dois payer des impôts pour 11 500 euros. Total de mes charges, 175 560 euros. Et donc, j'ai un bénéfice, puisque mes produits sont supérieurs à mes charges. On regardera tantôt de combien le bénéfice. Alors, on va passer donc au ratio pour analyser ces comptes annuels. Alors, pour analyser les comptes annuels, donc on va utiliser des ratios qui vont nous permettre d'évaluer la santé financière de n'importe quelle société. Je vous l'ai dit, toutes les sociétés envoient leurs comptes à la Banque nationale à peu près sous le même format. Donc, tous ces ratios vont être valables pour n'importe quelle société. Donc, ces ratios, c'est des coefficients et des pourcentages où on calcule un rapport entre deux masses financières différentes. Je vous rappelle que ces ratios, on va les calculer sur les comptes annuels. Et les comptes annuels, c'est une photo instantanée qu'on a prise à un moment donné. Dans le passé, bien souvent, puisqu'on arrête les comptes au 31 décembre pour les sociétés qui les arrêtent au 31 décembre, mais on fera les comptes qu'au mois de mars, avril, et on les déposera à la Banque nationale, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra analyser. Mais on analysera quoi en mai, juin? Des comptes qui datent de décembre de l'année d'avant, du 31 décembre de l'année d'avant. Donc c'est toujours une analyse faite sur une photo, qui parfois n'est pas belle, prise à un moment donné dans le passé. Et alors, attention, ces ratios sont des indicateurs. Il ne faut pas trop les voir comme une valeur absolue. Ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Alors, on a différents types de ratios. On a les ratios de structure. On va voir ça ensemble. Les ratios de liquidité.
les ratios de délai et de rotation, le ratio de solvabilité et son pendant qui est le degré d'endettement, les ratios de rentabilité et la notion de cash flow. Voilà les 6 points qu'on va voir ensemble. Donc là, tout de suite maintenant, on va commencer par les ratios de structure. Donc dans un bilan, dans le bilan qu'on a pris en exemple, je retourne dans le bilan, on a bien 50 000 € qui circulent dans l'entreprise. Oui. Dans le passif, c'est-à-dire ce que l'on doit, donc ces 50 000 €, c'est la masse qui circule dans l'entreprise. De ces 50 000 €, il y a des choses que je ne dois pas rembourser à quelqu'un tout de suite. Mais ce sont les capitaux propres, puisque les capitaux propres, je les rembourserai aux actionnaires quand le moment viendra, mais c'est une des dettes à plus long terme de la société. Et les dettes à long terme, elles, je ne dois pas les rembourser cette année-ci, je devrais les rembourser à partir de dans plus d'1 an. Oui. Donc sur les 50 000 €, il y a 31 000 € que je ne dois pas payer à personne, que je ne dois payer à personne pour le moment. Finalement, par contre, les dettes à court terme, dans l'année qui vient, je vais devoir les sortir. Donc celles-là, je vais devoir les payer. Donc il y a 50 000 € qui circulent dans la société, et de ces 50 000 €, j'ai 31 000 €. Alors, les capitaux propres plus les dettes à long terme, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents. J'ai 31 000 € de capitaux permanents à ma disposition que je ne dois rendre à personne. Je vais comparer ça avec mes outils de production, c'est-à-dire mes immobilisations, parce que là aussi, à l'actif, ce que je fais de ces 50 000 €, il y a des choses qui bougent tout le temps, les stocks ça bouge, les créances ça bouge, j'espère que ça bouge, et les liquidités, c'est-à-dire l'argent qui se trouve sur mes comptes en banque ou dans ma caisse, ça bouge très fort. Les immobilisations, elles, ça bouge beaucoup moins, à moins que j'en revende une ou que j'en rachète une. Mais attention, si je vends une immobilisation, je vends un outil. Si je vends mon auto, je n'ai plus d'auto. Ou alors je dois en racheter une autre. Et donc, on va comparer ces 31 000 € que je ne dois pas rembourser avec ces choses qui sont coincées dans l'entreprise, donc les immobilisations. Oui. 31 000 € moins 25 000 €, ça fait 6 000 €, mais je vais revenir à mon explication. Donc, en regardant le passif, ce que l'on doit, il y a des postes qui ne doivent pas être remboursés dans l'immédiat, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont les capitaux propres et les dettes à long terme. Ils représentent à eux deux une masse financière qui est disponible dans la société et qui ne devra pas être remboursée rapidement. C'est ce que je vous ai dit, on appelle ça les capitaux permanents. Ils sont de l'ordre de 31 000 €, puisque 15 000 € de capitaux propres et 16 000 € de dettes à long terme, ça fait 31 000 € de capitaux permanents. D'un autre côté, on regarde le passif, et dans l'utilisation qui est faite des masses financières, on a un poste, le poste des immobilisations, qui correspond à une utilisation à long terme. C'est l'outil d'exploitation et il est à 25 000 €. Hein? J'espère que vous me suivez. La différence entre les capitaux permanents, donc les 31 000 € de dettes que je ne dois pas payer tout de suite, et les immobilisations à 25 000 €, qui sont coincés dans la société parce que c'est mon outil de production, c'est avec ça que je travaille, c'est donc la différence entre les deux. C'est une masse financière qui ne doit pas être remboursée tout de suite et qui ne sert pas à financer les immobilisations. Oui, la différence, les 31 000 €, je ne dois pas les rembourser, mais il y en a 25 000 de ces 31 000 qui sont coincés par la valeur de mes immobilisations. Oui, ce sont mes immobilisations. Mais la différence entre les deux, les 6 000, c'est donc de l'argent une masse financière qui est disponible et qui n'est pas coincée par les immobilisations. Donc, elle va me permettre de financer mon cycle d'exploitation dont on va parler un peu plus tard. Et donc, cette différence, la différence entre les capitaux permanents et les immobilisations, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et donc, le fonds de roulement, c'est quoi? La formule, c'est quoi? C'est les capitaux permanents. Je vous rappelle que les capitaux permanents, c'est les dettes à long terme. Je retourne encore une fois. Les capitaux permanents, c'est les dettes à long terme et les capitaux propres, les deux ensemble. Oui. Donc, les capitaux permanents, moins les immobilisations de 25 000 €, 16 000 plus les 15 000, ça fait 31 000, moins les 25 000, j'ai 6 000 € de fonds de roulement.
Donc dans les 31 000 euros de capitaux permanents, il y a 6 000 euros de fonds de roulement qui peut être affecté à financer le cycle d'exploitation de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le fonds de roulement? Le fonds de roulement est de 6 000 euros, ça je viens de le dire. Donc, dans toutes les analyses qu'on fait, le fonds de roulement doit toujours être positif. On va vous demander évidemment, c'est pas tout d'aller sortir un chiffre, mon fonds de roulement est de 6 000. C'est bien ou c'est pas bien? Mais dans les analyses, en fait, on doit expliquer le résultat qu'on a obtenu. On analyse le résultat. Et donc, le fonds de roulement doit absolument être positif. Mais imaginez qu'il soit négatif. Je retourne encore une fois. Imaginez que mes immobilisations, qui sont de 25 000 euros, ne soient pas couvertes par les capitaux propres et les dettes à long terme. J'aurais des dettes à long terme de 6 000 euros, par exemple. 15 000 plus 6 000, ça fait 21 000. Donc, dans ce que je ne dois pas rembourser tout de suite, j'aurai 21 000 de capitaux permanents, mais qui devraient couvrir normalement les immobilisations de 25 000. Mais les 21 000 ne sont pas suffisants pour couvrir mes 25 000. Ça voudrait donc dire qu'une partie de mes immobilisations, qui sont des outils que je vais utiliser pendant longtemps, serait financée par des dettes à court terme. Il ne nous reste plus que ça dans le passif. Quand j'ai pris le capitaux propre et les dettes à long terme, ensemble, pour former les capitaux permanents, qu'est-ce qui reste ensuite au passif? Les dettes à court terme. Donc ça voudrait dire que je vais m'acheter une voiture et que je vais dire au... j'ai pas l'argent, et je vais dire comme ça au garagiste, voilà, je vous achète cette voiture, j'ai pas les sous là tout de suite pour le moment, mais c'est pas grave, vous me faites la facture et je vous payerai dans 1 ou 2 mois. Quand même dangereux. Donc il ne faut pas financer des immobilisations par des dettes à court terme. On essaye toujours de financer une immobilisation sur sa durée d'utilisation probable ou à peu près la durée d'utilisation probable. Donc, si le fonds de roulement est négatif, ça voudrait dire que les immobilisations sont en partie financées par des dettes à court terme et c'est une situation dangereuse pour la situation financière de l'entreprise. Ça, c'était pour le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, capitaux permanents moins immobilisation, et ça doit toujours être supérieur à 0. Sinon, ça voudrait dire que des immobilisations sont financées par des dettes à court terme. Le second ratio de structure qu'on va analyser, qui est pas fort proche de l'autre, mais ils sont étroitement liés, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Mais dans une entreprise, pour pouvoir vendre quelque chose, je dois acheter du stock. Donc, au début, j'ai rien, mais je dois acheter du stock. Donc, j'ai besoin d'acheter du stock. Je vais vendre ce stock, mais pendant un certain temps, mes clients ne vont peut-être pas me payer tout de suite. Dans certains secteurs, les clients payent à 30 jours, 60 jours, voire parfois après 3 mois. Donc, cette masse de créances, je dois pouvoir la financer aussi. C'est aussi un besoin que j'ai. Et pour combler ces deux choses-là, le stock et les créances, j'ai un levier que je peux activer, c'est le délai, les dettes fournisseurs. Faire en sorte que les dettes à court terme, faire en sorte que mes fournisseurs me permettent de payer le plus tard possible. C'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation d'une société. Donc, les stocks, plus les créances, ça c'est ce que j'ai besoin, et j'enlève les dettes à court terme parce que ça me permet justement de compenser un peu ce besoin que j'ai d'avoir du stock et de combler mes créances. Donc, pour vendre une société, il doit avoir du stock, et les clients qui ne payent pas toujours tout de suite, c'est ce qu'on appelle les créances. Et pour financer ces besoins, l'entreprise recourt notamment au crédit auprès des fournisseurs, c'est notamment les dettes à court terme. Et donc le besoin en fonds de roulement, la formule, c'est les stocks plus les créances moins les dettes à court terme. Je retourne quand même à mon actif, à mon bilan. Donc, mes stocks sont ici, les créances sont ici, on prend l'ensemble des créances. Oui, ça c'est ce que je dois essayer de financer. Comment est-ce que je finance ça? Par mes dettes à court terme,
qui sont de 19 000 euros. On va faire le petit calcul. Dans notre exemple, le besoin de fonds de roulement, c'est 6 000 euros de stock, plus 14 000 euros, j'y retourne, de créances, moins les 19 000 euros de dette à court terme. J'ai un besoin de fonds de roulement de 1 000 euros. Alors, dans une analyse financière, le besoin de fonds de roulement, à lui tout seul, ne veut rien dire. Ben, j'ai un besoin en fonds de roulement de 1 000 euros. Ben, c'est bien, c'est pas bien, on verra après. Par contre, s'il est nul ou négatif, et ça peut arriver, je n'ai pas de besoin. Si un besoin est négatif, il n'y a pas de besoin. Si un besoin est égal à 0, je n'ai pas de besoin. Donc c'est très bien d'avoir un besoin en fonds de roulement négatif. Donc si un jour on fait une analyse financière et que le besoin en fonds de roulement est négatif, ben, c'est merveilleux, on dit je n'ai pas de besoin en fonds de roulement. Et donc, quel que soit mon fonds de roulement, si j'ai pas de besoin en fonds de roulement, ben, c'est bien. Il y a des secteurs où ça existe. On prend par exemple la grande distribution, c'est l'exemple classique que l'on prend. Vous allez chez n'importe quel magasin de grande distribution, ils ont d'énormes stocks. Donc dans le besoin en fonds de roulement, il y aura beaucoup de stocks. Les clients, les créances, ils en ont très peu, parce que les clients, quand ils sortent du magasin, ils ont payé. Vous sortez pas de chez Carrefour, Lidl, Aldi, il faut au moins que j'en cite 3, Auchan pour les Français. Vous ne sortez pas de ces magasins sans avoir payé. Ou alors, c'est que vous avez un peu fraudé, que vous avez oublié de dire à la caissière qu'il y avait certains articles dans votre caddie. Sinon, vous avez tout payé. Donc, il n'y a pas de créance. Il y a beaucoup de stocks, il n'y a pas de créance. Et qu'est-ce qu'ils disent à leurs fournisseurs? Vous voulez vraiment vendre vos produits chez nous, chez Carrefour par exemple. Mais Carrefour, c'est une énorme enseigne, monsieur. Il y a plein de Carrefour partout. Ça fait venir énormément de clients. Vous allez avoir une grande visibilité sur tout le territoire. Et donc, en échange, nous, on veut bien que vous vendiez votre produit chez nous. On sait bien que les clients vont les acheter tout de suite et vont les payer, mais nous, on va vous payer à 3 ou 4 mois. Et habituellement, dans la grande distribution, c'est ce qui se passe. Les fournisseurs sont payés à très long terme. Et enfin pas à plus d'un an, mais à plusieurs mois. Et donc, beaucoup de stock, mais plus que ce stock est financé par des dettes à court terme, ben, ça va au final nous faire un besoin en fonds de roulement négatif, et la grande distribution n'a pas de besoin de fonds de roulement, parce qu'ils ne savent déjà pas quoi faire justement de tout le cash qui rentre dans leur société. Pour ça qu'ils créent parfois des banques internes et des organismes de crédit internes à leurs propres enseignes, parce qu'ils n'ont pas de besoin en fonds de roulement, ils n'ont pas besoin de trésorerie. Donc, s'il est positif, le besoin en fonds de roulement, ben, il y a un besoin de fonds de roulement, mais alors, donc s'il est négatif, c'est très bien, s'il est positif, on ne peut rien dire. Il y a un besoin, mais il va falloir le comparer avec le fonds de roulement. Et c'est justement le ratio de structure suivant. Donc, le dernier ratio va comparer le fonds de roulement avec le besoin en fonds de roulement. Est-ce que le fonds de roulement est suffisant pour couvrir le besoin? C'est ce qu'on appelle la position de trésorerie. Et donc, si j'ai un fonds de roulement dans notre exemple, je peux revenir à notre exemple, non, c'est plus dans notre exemple, c'est dans ce qu'on vient de voir précédemment, mais si j'ai un fonds de roulement de 6 000 euros et que j'ai un besoin de fonds de roulement de 1 000 euros, ben, ma position de trésorerie va être de 5 000 euros. Et dans une analyse financière, la position de trésorerie doit toujours être positive. Donc dans ce cas-ci, on peut dire c'est excellent, le fonds de roulement est suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement et donc le cycle d'exploitation de la société. S'il ne l'était pas, ben, on devrait dire c'est pas bien, le fonds de roulement n'est pas suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement, et l'entreprise va devoir avoir recours à des dettes à court terme pour financer son cycle d'exploitation. Une petite astuce quand même, par rapport à la position de trésorerie, donc vous voyez qu'elle est de 5 000 euros. Mais en fait, vous pouvez vérifier la chose. Évidemment, il faut analyser le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement pour arriver à un résultat qui est la position de trésorerie qu'on aurait pu définir tout de suite dans une société où la comptabilité, pas dans une énorme société, mais dans les sociétés moyennes avec une comptabilité assez simple.
on peut retrouver ces 5 000 euros, ben en fait, c'est les liquidités. Ben oui, qu'est-ce que j'ai comparé? J'ai comparé les capitaux propres plus les dettes à long terme avec les immobilisations. Oui. Ensuite de ça, j'ai enlevé le besoin en fonds de roulement qui sont les stocks, les créances, moins les dettes à court terme. Si vous faites tout ça ensemble, ça nous fait, donc si vous remettez bien enfin, si vous distribuez les moins dans les parenthèses, ça nous fait tout ça, moins tout ça. Et il nous reste les 5 000 euros de liquidité. Donc la plupart du temps, la position de trésorerie, vous pouvez l'avoir avec les liquidités. Donc vous pouvez vérifier si votre position de trésorerie est correcte. Donc, un petit résumé pour les premiers ratios, les ratios de structure. Le fonds de roulement, ce sont les capitaux permanents moins les immobilisations. Ça doit être supérieur à 0. Et je vous rappelle que les capitaux permanents, c'est les capitaux propres plus les dettes à long terme. Le besoin en fonds de roulement, ce sont les stocks et les créances que je dois financer. Quel est le moyen de les financer sans sortir d'argent tout de suite, puisque je calcule mon besoin en fonds de roulement? Ce sont par les dettes à court terme, et donc moins les dettes à court terme. Et la position de trésorerie, c'est compare le fonds de roulement avec le besoin en fonds de roulement, et ça doit absolument être positif. Sinon, ça voudrait dire que notre fonds de roulement n'est pas suffisant pour couvrir notre besoin en fonds de roulement. Voilà. J'ai un petit exemple à ce niveau-là. Je crois que je vous en ai peut-être déjà parlé à certains moments. J'avais un géomètre qui avait des très gros chantiers. Il travaillait pour la ville de Charleroi, la région wallonne, la province de Hainaut, donc tous des gros organismes, enfin des organismes parastataux ou stataux. Chaque fois qu'il faisait un chantier, il fallait faire des carottages dans le sol, il fallait envoyer les analyses, il y avait des ingénieurs qui venaient sur place regarder. Donc lui, il était spécialiste dans on va faire une nouvelle route, il faut faire des analyses de sol et voir comment est-ce qu'il va falloir faire la route. On respectait pas toujours ses conseils, c'est pour ça que les routes sont si mauvaises. Et donc il faisait toutes ces analyses, ça lui coûtait fort cher. À chaque fois qu'il avait un nouveau contrat, ça lui coûtait fort cher. Et comme l'organisme qui devait le payer, ses clients, c'était l'État et des organismes parastataux, il leur disait « Ah oui, mais nous, on vous payera dans 1 an ou dans 2 ans. » Lui, ses ingénieurs, ses analyses et son matériel, il devait le payer tout de suite. Mais il fallait qu'il attende 1 an pour pouvoir récupérer son argent par la suite. Il avait un gros problème, son fonds de roulement était beaucoup plus petit que son besoin en fonds de roulement, et il a fini par faire faillite. Pour un truc tout bête, il devait de l'ONSS à l'État, et l'État lui a dit « Oui, mais il faut que vous payiez l'ONSS », et lui il a dit « Je veux bien payer l'ONSS à l'État, si l'État me paye pour les factures que je lui ai envoyées ». Et au final, le juge a dit « Non, il faut que vous payiez l'ONSS ». Mais il a dit « Mais oui, mais si je dois de l'ONSS, et l'ONSS c'est l'État. Or, mes clients, c'est l'État. Si mes clients, l'État me paye, je pourrais payer l'ONSS à l'État. » Mais malgré tout, il s'est retrouvé en faillite. Bon, le monsieur était français, il est retourné bravement chez lui du côté d'Avignon, ou d'Orange plutôt. Et je crois qu'il a remonté une boîte là-bas, il est très content, mais il ne veut surtout plus entendre parler de la Belgique. Donc attention quand le besoin en fonds de roulement est plus élevé que le fonds de roulement. Ça, c'était pour les ratios de structure. On va tout de suite enchaîner avec les ratios de liquidité. Alors, on a 3 ratios de liquidité. La liquidité, c'est quoi? Ça mesure la propension que j'ai, le pourcentage à pouvoir faire face à mes dettes à court terme. J'ai des dettes à court terme, il faut que je les paye. Dans l'année, est-ce que j'ai assez pour payer mes dettes à court terme? Et alors, on va comparer 3 ratios différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle la liquidité générale. On va comparer. Qu'est-ce que j'ai pour payer mes dettes? Pour payer mes dettes, j'ai de l'actif. Il faut que je vende mes stocks. Il faut qu'on me paye mes créances, que mes clients me payent, que les gens qui me donnent de l'argent me payent. Et j'ai de l'argent sur mon compte. Ça, c'est la liquidité, elle est là tout de suite, c'est l'argent que j'ai sur mon compte. Donc ces 3 choses-là, c'est ce qui va me permettre de dégager de la liquidité, donc faire de l'argent, pour pouvoir
de l'autre côté, couvrir mes dettes à court terme qui sont de 19 000 euros. Donc, si je prends mes stocks, que j'arrive à les vendre, si je récupère toutes mes créances, oui, et avec la liquidité que je possède actuellement en banque, dans quelle mesure est-ce que je peux couvrir mes dettes à court terme? Mes stocks sont de 6 000 euros, mes créances sont de 14 000 euros, ça fait 20 000 euros, et j'ai de la liquidité pour 5 000 euros, ça fait 25 000 euros. Et avec ces 25 000 euros, je dois couvrir les dettes à court terme qui sont de 19 000 euros. Vous faites le calcul, on a une liquidité générale qui est de 1,32. Donc c'est le rapport entre ce que je possède pour créer de la liquidité et les dettes à court terme. Elle peut donc couvrir 132% de ses dettes à court terme en vendant ses stocks, en récupérant ses créances et avec la liquidité qu'elle possède actuellement. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On considère habituellement que ce ratio doit être supérieur à 1. Donc il doit au moins pouvoir couvrir 100% des dettes à court terme, parce qu'on parle quand même de l'ensemble de ce qui est liquidable pour créer de la liquidité. Donc supérieur à 1, donc à 100%, on était à 132, donc c'est très bien. Le second ratio de liquidité, en fait on va enlever dans ce qui doit être liquide, enfin ce qui doit être rendu liquide, on va enlever la chose qui peut être le moins liquide. Et cette chose-là, c'est les stocks. Oui, les stocks, peut-être que je ne vais pas les vendre. Les créances, normalement, je vais les récupérer. Si je ne les récupère pas, je peux faire, on est en vidéo, donc je ne peux pas trop dire de choses, mais je peux faire appel gentiment à des organismes ou à des huissiers pour pouvoir les récupérer. Ne faites pas appel à des amis avec des battes de baseball, il ne faut pas faire ça. Mais donc, j'enlève les stocks pour voir ce que j'ai encore de liquide. Qu'est-ce qui me reste si j'enlève les stocks pour faire mon calcul? Il me reste mes créances de 14 000 euros et ma liquidité qui est là tout de suite. Ensemble, ça forme 19 000 euros. Est-ce que c'est suffisant pour couvrir les dettes à court terme? Qui sont de 19 000 euros, donc oui, ça va être suffisant. C'est ce qu'on appelle la liquidité réduite, donc les créances plus les liquidités divisées par les dettes à court terme. 14 000 plus 5 000, ça fait 19 000, que je compare à 19 000, j'ai une valeur de 1. Donc, en récupérant ces créances et ces liquidités, elle va générer du cash qui permettra de couvrir 100% de ses dettes à court terme. Voilà. Sachant qu'habituellement, on considère que ce ratio doit être supérieur à 0,5, sans pouvoir couvrir, et doit pouvoir couvrir 50% des dettes à court terme. Ici, on se trouve au double, puisqu'on se trouve à 1, donc le ratio est excellent. Mais si on avait été à 0,49, c'est pas pour ça que c'était mauvais. C'est quand même très proche des 50%. Si on avait été à 0,51, c'est pas pour ça que c'est excellent. On est au-dessus des 50%, mais on est quand même très proche des 50% qui sont admis. Il faut parfois faire attention quand on analyse des ratios, quand on est proche des limites acceptables, il faut quand même dire que c'est très proche des limites acceptables. Oui, vous me direz, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais je crois que j'en parle plus loin dans un exemple, vous me direz, comment ça 50%? Donc, si tout le monde me rend l'argent qu'il me doit, et avec l'argent que j'ai en banque, je vais rembourser 50% de mes dettes, je vais pouvoir rembourser 50% de mes dettes à court terme, et vous me dites que c'est bien. Enfin, le livre dit que la matière dit que c'est bien. Mais oui, en fait, c'est tout simple. C'est parce que certaines dettes à court terme ne doivent pas être payées tout de suite, ne sont pas exigibles immédiatement. Et donc, c'est pour ça que 50% peut être suffisant comme ratio de liquidité réduite. Retenez bien cette phrase. Le ratio de liquidité réduite à 50% est suffisant parce que toutes les dettes à court terme ne sont pas exigibles immédiatement. Imaginez que j'ai un crédit voiture. Ce mois-ci, je viens de payer mon crédit voiture. Le mois prochain, je dois payer mon crédit voiture. C'est des dettes à court terme. Le mois d'après, je dois encore payer mon crédit voiture. Oui, mais on est dans 3 mois. Le mois d'après, dans 4 mois, je dois payer mon crédit voiture. Tout ça, c'est des dettes à court terme. Mais le crédit, enfin, le remboursement de crédit que je dois faire en décembre 2020 se trouve déjà dans les dettes à court terme. Donc, vous comprenez bien, toutes les dettes à court terme ne doivent pas être payées demain.
Il y en a certaines qui vont être payées dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois. C'est pour ça qu'avec 50% de liquidité réduite, on considère que c'est raisonnable et que c'est acceptable. C'était pour la liquidité réduite, c'est celui que je préfère. Et alors, le dernier ratio de liquidité, lui, ne tient compte que du disponible. Donc on enlève encore ce qui est le moins liquide, je retourne dans mon actif, les stocks on les a virés, les créances on les a virées, qu'est-ce qui reste? Les liquidités. Le cash, le flouze, le pèse. Qu'est-ce que je possède actuellement? Est-ce que c'est suffisant pour couvrir mes dettes à court terme? Dans quelle mesure? Eh bien, voilà, ici, 5 000 divisé par 19 000, ça fait 26%. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ben voilà, ce que j'ai en banque et en caisse permet actuellement de payer 26% des dettes à court terme. Bon, en fait, c'est un ratio qui bouge tellement vite. Demain, un client me paye, ben, j'ai beaucoup plus de liquidité. Le surlendemain, je dois payer un fournisseur, ben, j'ai de nouveau beaucoup moins de liquidité. Donc ça change beaucoup et c'est un ratio qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, il se trouve dans la matière. Donc, je vous ai parlé de la liquidité immédiate. Ça, c'était pour les ratios de liquidité. Je vous propose qu'on fasse déjà une petite pause. Vous avez déjà pas mal vu de choses. Je vais juste faire un petit résumé pour les ratios de liquidité. Donc, la liquidité générale, c'est les stocks plus les créances plus le disponible divisé par les dettes à court terme. Donc, dans quelle mesure est-ce que, en vendant mes stocks, en récupérant mes créances et avec ce que j'ai actuellement disponible, je peux couvrir mes dettes à court terme? Ça doit être supérieur à 1. On a la liquidité des restreintes qui est un peu plus intéressante parce qu'on enlève ce qui est moins liquide, c'est-à-dire les stocks, on garde les créances et le disponible, qu'on va toujours comparer avec les dettes à court terme. Est-ce que, avec ce que les clients me doivent, s'ils me remboursent et le disponible que j'ai, dans quelle mesure je rembourse les dettes à court terme? Ça doit être supérieur à 50%. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que toutes les dettes à court terme ne sont pas exigibles immédiatement. Et la liquidité immédiate qui a beaucoup moins d'intérêt, celle disponible divisée par les dettes à court terme. Je vous propose d'arrêter cette vidéo ici, parce que sinon ça va faire des très très longues vidéos. On en est déjà à 40 minutes de vidéo apparemment. Et donc je reprends dans une autre vidéo que vous pourrez visionner tout de suite après celle-ci.